Bonjour tout le monde. L'apprentissage automatique ou machine learning est un champ d'étude de l'intelligence artificielle. Pardon. Est un champ d'étude d'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches pratiques données aux ordinateurs. Dans cet atelier, vous allez apprendre à développer des applications web et mobiles en utilisant des frameworks en machine et deep learning, présenté par mon professeur Mohamed Youssi, enseignant-chercheur à l'INSET Mohammedia. C'est pour moi un honneur et une fierté légitime que je vous souhaite le plus cordial bienvenue et vous exprime mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci, monsieur. Bien, bonjour tout le monde. Marhaba bikoum. Donc, je suis très content de me retrouver avec vous pour vous présenter. C'est un workshop concernant principalement la mise en œuvre du framework de machine et deep learning. Principalement, je vais m'intéresser pour le cas des applications web, mobiles et embarquées. C'est quelque chose de très important parce que je sais que pratiquement la majorité d'entre vous, ils s'intéressent au développement logiciel. Et forcément, quand vous êtes dans l'ingénierie logicielle, c'est que vous utilisez déjà des technologies. Vous utilisez déjà des technologies de développement. Alors, côté back-end, il y a du Java, il y a du PHP, il y a parfois C#. Donc, globalement, c'est des choses que vous utilisez. Et côté front-end, vous utilisez des frameworks web mobiles, principalement Angular, React et d'autres frameworks qui sont généralement utilisés pour développer des applications web et mobiles. Alors, l'écosystème des frameworks de développement, c'est-à-dire de machine deep learning, donc, il a commencé depuis 2015. Alors, la majorité qui font le machine learning souvent, notamment deep learning, font appel à des frameworks TensorFlow que vous connaissez forcément. Et le langage le plus utilisé dans ce domaine, c'est Python. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un problème qui est posé généralement pour les développeurs. Enfin, c'est pas un problème, mais souvent c'est une contrainte. C'est que moi, je développe des applications, j'utilise côté backend Java, j'utilise côté front-end JavaScript, c'est-à-dire du JavaScript. Et après, je voudrais intégrer des fonctionnalités de l'intelligence artificielle dans mon application. Mais après, donc, il me faut un framework, soi-disant, que je dois utiliser dans ces technologies. Alors, donc, depuis 2 années, l'écosystème des frameworks a beaucoup changé. Et du coup, donc, aujourd'hui, donc, vous n'êtes plus obligé de changer votre langage de préférence. C'est-à-dire, vous restez dans votre langage que vous maîtrisez, que vous utilisez, et cherchez le framework de machine et deep learning dans votre technologie. Donc, vous n'êtes pas obligé toujours de virer vers un autre langage. C'est parce que je veux intégrer des fonctionnalités de machine learning dans mon application que je dois changer de technologie. Bon, ça, c'est un problème assez classique. Bon, la solution, elle est très simple. Souvent, on trouve des solutions. Donc ça... Mais aujourd'hui, donc, notamment avec l'avènement il y a la version JavaScript de TensorFlow qui est très importante et qui va faire parler d'elle beaucoup. De toute façon, il est déjà utilisé. Mais forcément, donc, il va être très très utilisé dans les applications web, mobiles et embarquées. Il y a également notamment TensorFlow.js, il y a Deep Learning 4J, qui est un framework qui a été fait pour la technologie Java J2E. Il dit que donc, si vous êtes dans Java, donc, vous avez Deep Learning 4J, si vous êtes dans JavaScript, vous avez TensorFlow.js. Donc, le workshop que je vais travailler avec vous aujourd'hui, c'est justement l'aspect pratique, c'est-à-dire la mise en œuvre de TensorFlow.js principalement. En fonction du temps, donc, il y a Deep Learning 4J, mais en tout cas, en fait, cette conférence, donc, on va dire, s'inscrit dans une suite de conférences que vous pouvez suivre, que je partage dans ma chaîne YouTube. Donc, récemment, j'ai en fait, il y a une conférence concernant les catalyseurs de l'intelligence artificielle, dans laquelle je parle globalement des concepts, c'est des concepts généraux, mais en même temps d'un certain nombre de choses qui sont très importantes. Alors pour moi, donc, c'est-à-dire si vous avez déjà l'occasion de voir cette
cette vidéo-là. En principe, si vous voulez, si vous ne l'avez pas vue, donc il faut l'avoir à un moment donné, parce que ça parle globalement d'une manière conceptuelle, il parle de beaucoup de concepts. Et pour moi, c'est un prérequis important pour quelqu'un qui veut déjà se mettre en pratique. Donc, prenez le temps d'abord d'avoir une idée sur ce qui se passe. Alors, juste pour éviter de reprendre les mêmes choses, donc, parce qu'en fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de parler des choses, on va dire, des concepts, mais c'est plus pratiquer. Donc, ce qui fait, donc, je vais aller directement vers la partie pratique. Mais bien sûr, cette partie pratique-là donc, nécessite un certain nombre de prérequis. Alors, principalement, qui sont parmi vous qui utilisent déjà le framework Angular? Alors, quels sont ceux qui qui programment avec Java, langage? Ok. Alors, quels sont ceux qui ont déjà créé des applications machine deep learning? Très bien. Alors voilà. Alors, en principe, donc, j'ai une idée sur ce qui se passe au niveau de l'audience. Alors, donc, ce que je vais faire, donc, comme je disais, donc, la première des choses qui est très importante, pour ne pas être trop technique, c'est que au niveau de cette vague de l'intelligence artificielle, derrière, il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser. Alors, vous avez principalement, c'est ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle, les architectures parallèles, notamment avec les GPU, les systèmes distribués. Il y a une évolution qui a été faite énormément à ce niveau-là. Il y a les applications mobiles IoT, parce que là, c'est la source des données d'une manière générale pour le machine learning. Big data, il y a des algorithmes de machine learning, deep learning. Il y a des frameworks de machine et deep learning. Il y a également le cloud. Il y a l'évolution au niveau des réseaux de télécommunications, mais également il y a l'open source. Alors tout ce que vous voyez là, c'est ce que j'appelle moi, c'est les catalyseurs de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous posez la question à quelqu'un aujourd'hui, un scientifique qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis longtemps, il va vous dire qu'il n'y a rien de nouveau. Parce que la quasi-majorité, la quasi-totalité des algorithmes utilisés actuellement, c'est des choses qui existaient depuis très longtemps. Alors là, on est en train maintenant d'utiliser beaucoup d'algorithmes qui existaient depuis très 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 longtemps, mais pourquoi on a attendu beaucoup de temps pour que maintenant ça devienne vraiment quelque chose d'assez simple à intégrer au niveau des applications, alors qu'avant on ne pouvait pas le faire. Parce que tout simplement il fallait attendre cette évolution de cet écosystème. Donc quelqu'un maintenant qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, il est concerné par tout ça. Donc c'est juste pour vous dire que c'est important si vous voulez avoir une maîtrise d'une manière générale de votre écosystème. Donc vous aurez besoin, donc si vous revenez en tout cas sur cette vidéo-là, donc ça trace en quelque sorte quelles sont les différentes évolutions qui ont été faites, c'est-à-dire dans cet écosystème des catalyseurs de l'intelligence artificielle. Alors c'est des choses qu'il faut maîtriser, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des étudiants ou des doctorants, c'est des choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut enseigner en tout cas aux futurs ingénieurs. Pourquoi? Parce que c'est pour créer de l'innovation, donc c'est pour permettre de créer de l'innovation dans ce domaine. Et quand on va créer de l'innovation, c'est-à-dire permettre aux ingénieurs de développer des applications innovantes au service bien sûr du citoyen. Alors quand on regarde à gauche, ce que vous voyez là, donc vous avez des étudiants, vous avez des citoyens, ils ont des besoins en termes d'éducation, il y a des besoins en termes de santé, la sécurité routière, le trafic, la justice, le sport, l'agriculture, l'environnement. Ça, c'est le besoin réel. C'est-à-dire que, donc, si vous voulez innover aujourd'hui, créer des applications innovantes, mobiles, web, alors forcément, dans tous ces domaines-là, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez créer avec des idées qui sont relativement parfois astucieuses. Vous pouvez créer quelque chose de très important et ça permet de créer des applications innovantes. Donc, c'est-à-dire tout ça, c'est au service de l'innovation. Alors, donc, en principe, je devrais passer à la partie pratique, mais je vais quand même passer sur un slide. Nous sommes d'abord dans la grande thématique, c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle, si on cherche une définition, l'intelligence artificielle, il cherche à doter les applications informatiques de capacités intellectuelles semblables à celles des êtres humains. C'est-à-dire c'est ce qu'on cherchait depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
C'est idéal. L'intelligence artificielle, on voudrait tout ce que l'être humain est capable de faire, de l'apprentissage, toutes les habiletés des êtres humains, on va essayer de les modéliser pour pouvoir créer ce qu'on appelle des agents intelligents. Et quand on parle d'intelligence artificielle, donc on parle également de l'intelligence artificielle distribuée. Alors dans l'intelligence artificielle, il y a d'abord l'intelligence artificielle qui est en fait c'est pour créer des agents intelligents, c'est-à-dire modéliser le savoir des agents. Alors dans ce cas-là, vous avez le métaphore d'un penseur isolé, c'est-à-dire un agent qui a appris à résoudre un problème donné, précisément. Et après, il y a la partie distribuée. Alors il y a quelque chose de très très important dans l'intelligence artificielle, c'est la distribution. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'on peut pas faire. En fait, il y a quelque chose qu'on peut pas, en tout cas chez les êtres humains, qu'on peut pas faire, c'est le problème qui concerne le transfert de la connaissance. Alors si aujourd'hui je vous demande, est-ce que vous pouvez me prêter votre cerveau pour travailler avec? C'est pas possible. Le transfert de la connaissance entre les êtres humains, c'est un processus qui est trop long. Alors, si je voudrais vous apprendre ce que je connais, c'est pas de... Alors qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ça c'est la puissance, c'est qu'un agent peut toujours transmettre son cerveau à un autre agent. Donc, c'est-à-dire le transfert de la connaissance, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure, au niveau des applications, je vais vous montrer comment créer une application dans laquelle comment faire de l'apprentissage, un modèle d'apprentissage. Mais également, je vais vous montrer une application dans laquelle on va réutiliser un modèle pré-entraîné. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez monter des applications facilement, mais en exploitant des modèles qui sont déjà pré-entraînés. Et ça vous évite beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et à partir de ces modèles, vous pouvez les doper encore pour vos applications. Donc, il y a cet aspect-là, l'échange de la connaissance qui est important. Alors, donc, l'aspect distribué va s'intéresser plutôt à l'interaction entre les agents, comment on veut faire communiquer les agents pour résoudre des problèmes complexes. Alors, c'est le métaphore principalement, c'est là on utilise le concept de l'intelligence en fait collective, forcément. Alors, depuis 1995, on travaillait déjà sur une approche dite l'approche multi-agent. Comment développer des applications basées sur des systèmes multi-agents, depuis longtemps. Alors, ce concept-là, ça consistait à quoi? Ça consistait à créer des agents. Une application se forme d'un ensemble d'agents. Chaque agent vit dans un environnement. Il rentre en interaction avec d'autres agents, mais également, il vit dans une organisation. Alors, globalement, c'est les trois dimensions autour d'un agent, comme les êtres humains. Nous sommes dans un environnement, on interagit, mais en même temps, on travaille selon une organisation. Après, il y a des organisations hiérarchiques, 3D, 2D, donc tout dépend du modèle que vous cherchez. Et après, dans les systèmes multi-agents, on a cherché à modéliser beaucoup de phénomènes, notamment l'apprentissage, l'intelligence, le raisonnement, la perception, la migration, l'interaction, également la mémorisation, conscience, intention, émotion, éthique, également la coordination motrice, c'est énorme. C'est-à-dire les scientifiques qui ont travaillé dans ce domaine, généralement, c'était un défi énorme. Alors, ce qui fait que il y en a beaucoup qui ont en quelque sorte déprimé à un instant donné. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis longtemps et après, on ne voit pas les choses se concrétiser dans la réalité des entreprises. Mais depuis ces quelques années maintenant, cette vague-là, elle s'ouvre. Mais comme je disais, donc, c'est bien sûr grâce à cet écosystème des catalyseurs de l'intelligence artificielle. Alors, il y a un autre point qui est très important à signaler, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les applications qu'on arrive à faire, ce qu'on appelle c'est de l'intelligence artificielle faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à créer des agents qui sont intelligents, mais qui sont capables de résoudre un problème donné. Alors, vous créez une application qui permet de faire la reconnaissance faciale, c'est un agent. Et vous créez un autre agent, par exemple, qui va permettre de faire le diagnostic médical, c'est un autre agent. Mais on ne peut pas créer un seul agent
comme un être humain qui est capable de résoudre beaucoup de problèmes en même temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, mais à mon avis, il ne faut pas chercher de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que la solution, elle est où? Elle est dans l'intelligence artificielle distribuée. C'est-à-dire, finalement, on peut créer plusieurs agents, chacun se spécialise dans un domaine particulier, et après, avec l'échange de la connaissance, cet aspect distribué qui est résolu, donc on arrivera à intégrer le principe de l'intelligence collective. D'accord? Alors, en fait, juste autre chose. Donc, l'intelligence artificielle, donc, c'est une grande discipline qui inclut notamment le machine learning. Machine learning, donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Mais si vous cherchez à faire du machine learning, vous allez trouver il y a beaucoup d'algorithmes. Alors, les gens qui ont travaillé dans le domaine de data mining, forcément, ils ont déjà connu ça depuis longtemps. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés pour faire du machine learning. Et parmi les méthodes, parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Donc vous voyez donc qu'il y a plein de méthodes qui sont utilisées pour faire du machine learning, mais parmi les méthodes, il y a les réseaux de neurones. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que dans les méthodes d'apprentissage du machine learning, il y a en fait quatre familles d'algorithmes d'apprentissage. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Alors en fait, l'apprentissage supervisé, c'est un type d'apprentissage dans lequel nous avons un dataset dont on connaît les entrées et les sorties, c'est-à-dire un ensemble de données qui sont étiquetées. Donc par exemple, vous dites ça c'est une photo, ça c'est par exemple l'entrée c'est la photo, la sortie vous dites ça c'est un chien, ça c'est un chat. Bon, c'est-à-dire vous avez besoin d'un expert déjà, un être humain qui est capable de dire voilà cet objet-là donc c'est cette sortie-là. Alors forcément, donc si on a un dataset dont on connaît les entrées et les sorties, il existe plusieurs algorithmes qu'on peut utiliser, parmi lesquels il y a les réseaux de neurones, qu'on peut utiliser. Donc on va donner à l'algorithme un ensemble de données avec les sorties, et après l'algorithme lui-même il va déterminer la corrélation qui existe entre les entrées, et du coup donc une fois qu'il aurait appris à travers des exemples, après on peut lui donner un exemple quelconque et après il peut faire la prédiction, il peut vous dire voilà ça c'est tel objet ou l'autre objet. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est l'apprentissage par les exemples. Alors, il y a un exemple que je donne souvent aux étudiants, c'est comme si je vous donne un ensemble d'exercices avec solution. Après, vous n'avez pas fait le cours, je vous donne directement des exercices avec solution. Après, vous regardez l'énoncé, vous regardez la solution, et si vous regardez une dizaine ou là une vingtaine d'exercices avec solution, vous-même, votre cerveau, il est déjà en train de constituer, de raisonner de façon à généraliser, à trouver en fait en quelque sorte la règle qui permet donc d'obtenir ça. Et du coup, quand vous aurez appris ce raisonnement, c'est que tout simplement ça c'est de l'apprentissage supervisé et qu'à un moment donné vous allez faire des prédictions. Prédiction, ça veut dire je vous donne un exercice n'importe lequel que vous n'avez jamais vu et normalement vous devrez être capable de le résoudre. Bon, ça c'est juste entre parenthèses. Et après il y a l'apprentissage non supervisé. En principe parfois nous avons des datasets, des données qui ne sont pas étiquetées, c'est-à-dire nous avons des entrées mais on ne connaît pas les sorties. Alors dans ce cas-là il faut faire appel à d'autres algorithmes de clustering généralement, comme K-means, qui permettent de chercher dans le groupe de données et de créer des classes. C'est des problèmes souvent de classification. Et également, il y a semi-supervisé. Semi-supervisé, ça veut dire que vous avez une partie de données qui sont étiquetées, une autre partie dont on ne connaît pas le output. Et après également, il y a des techniques qui sont utilisées de façon à ce qu'à partir des données étiquetées, on peut déterminer les étiquettes soi-disant des autres données et après par la suite on va l'utiliser pour entraîner le modèle. Alors tout ça, ce n'est pas vraiment la partie qui m'intéresse, mais ce qu'il faut garder quand on fait de l'intelligence artificielle. Sachez qu'en fait il y a aujourd'hui globalement deux manières en fait, pour entraîner les modèles. Donc soit ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire l'apprentissage par les exemples. L'autre catégorie qui est la plus importante, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors cette fois-ci, je n'ai pas de dataset, je n'ai pas des exemples, mais l'apprentissage par renforcement, c'est l'apprentissage par l'expérience. C'est comme un petit enfant. Un petit enfant, quand il commence à apprendre, vous ne pouvez pas lui apprendre par les exemples parce qu'il ne peut pas comprendre ce que vous lui dites.
Vous lui dites ça, il ne faut pas toucher, mais il ne vous comprend pas. Mais par contre, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Donc, dans l'apprentissage par renforcement, c'est que vous avez un agent qui va se lancer dans l'exploration dans l'environnement, explorer aléatoirement, et à chaque action qu'il agit au niveau de l'environnement, il reçoit ce qu'on appelle une récompense. Et après cette récompense-là, avec ces récompenses, il constitue ce qu'on appelle une value table ou une Q table. C'est à partir de cette table-là, il arrive à finalement apprendre dans une situation donnée quel est le meilleur choix à faire. Donc globalement, ça c'est ce que si vous voulez retenir globalement dans le domaine de l'IA, aujourd'hui, les applications, c'est que dans la majorité des cas, donc vous avez l'apprentissage supervisé. Souvent, vous pouvez utiliser beaucoup de méthodes. Parmi les méthodes, il y a les réseaux de neurones. Et après, il y a l'apprentissage par renforcement. L'un des algorithmes qui sont importants à étudier, par exemple, il y a Q-Learning. Q-Learning, c'est l'un des algorithmes qui sont très utilisés. Et après, il faut juste savoir une autre chose, c'est que quand on utilise les réseaux de neurones, comme par exemple le cas par exemple des images ou les entrées, prenez une image par exemple de 500 x 400 pixels, c'est pratiquement 200 000 pixels. Donc, vous avez en entrée beaucoup d'entrées. Chaque pixel, c'est une entrée pour le modèle. Et après, par la suite, donc, le nombre de couches de neurones qu'il faut mettre en place, si vous voulez, il est très, très important. C'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup de neurones, beaucoup de couches de neurones. Et dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle Deep Learning. Alors, Deep Learning, c'est-à-dire finalement, parce que quand vous faites du machine learning avec les réseaux de neurones, parfois une seule couche de neurones, ça peut suffire pour résoudre le problème. Mais dans le cas de Deep Learning, une couche de neurones ne va pas suffire souvent, comme il y a beaucoup d'entrées, c'est des problèmes assez complexes, donc on a besoin d'empiler beaucoup de couches de neurones. Du coup, on va parler de Deep Learning. Et quand on parle de Deep Learning, on est forcément dans les réseaux de neurones. Okay? Ça, c'est important. Et donc, dans le Deep Learning, il y a des algorithmes qui ont été créés, principalement qui sont aujourd'hui très utilisés, notamment CNN, c'est-à-dire Convolution Neural Network. Alors, en fait, CNN, c'est un type de réseau de neurones qui est basé sur d'abord un ensemble de couches. Il y a d'abord ce qu'on appelle des couches de convolution, dans lesquelles on utilise des filtres qui permettent d'extraire des caractéristiques à partir de l'image. C'est des filtres de convolution. Après, on fait des fonctions d'activation. La plus utilisée, c'est ReLU, donc c'est Rectified Linear Unit, généralement qui permet d'éliminer les nombres négatifs. Tout ce qui est négatif, il devient des zéros. Et après, on utilise d'autres couches, ce qu'on appelle le pooling. Par exemple, le max pooling, c'est quoi? C'est chaque groupe de 4 pixels, je prends le maximum. Ça veut dire que je prends que les informations les plus importantes. Donc, j'enchaîne la même chose, je répète. Convolution, ReLU, max pooling. Convolution, ReLU, max pooling. Je le fais plusieurs fois. Mais avec ce genre d'algorithme, c'est ce qui est très populaire actuellement. C'est avec ça qu'on peut créer tout ce qui est les applications dans lesquelles vous avez l'image, la vidéo et pas mal de choses. C'est comme ça qu'on arrive c'est-à-dire à reconnaître les objets d'une manière assez simple. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple d'application. Et après, il y a l'un des autres algorithmes qu'il faut également utiliser dans les applications, c'est RNN, Recurrent Neural Network. Alors en fait, RNN, il est utilisé dans des problèmes où vous avez la notion de temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour le cas des images, vous donnez une image au réseau, vous lui dites ça c'est la sortie. Et quand vous passez à l'image suivante, on oublie l'image précédente. C'est-à-dire, en quelque sorte, dans RNN, ce qui se passe cette fois-ci, c'est que quand vous donnez le premier exemple, vous avez un output, et le output du premier exemple, il devient également l'un des inputs du deuxième exemple. Alors, je vous donne juste un exemple. Quand je suis, par exemple, en train de vous parler, quand vous voulez faire l'interprétation de la parole, quand je suis en train de vous parler, d'abord, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à ce que je termine toute la phrase pour comprendre ce que je veux dire. Parfois, vous entendez le premier mot, le deuxième, à partir du troisième mot, vous avez presque deviné ce que je vais dire. Donc, c'est forcément… Pourquoi? Parce que à chaque fois que je lance un mot, vous êtes déjà en train de faire des prédictions. Mais à chaque fois, le premier mot, vous avez une sortie, mais cette sortie-là, vous l'utilisez avec le deuxième mot. Et au final, à un moment donné, on arrive à prédire ce qu'on veut. Alors, la même chose,
vous ne pouvez pas savoir ce que je dis à partir du premier mot que je vais dire. Donc, parfois, il faut attendre un ensemble de choses. Il y a même parfois des langues qui sont très complexes, comme, je ne sais pas si en allemand, il y a quelqu'un qui a fait l'allemand ici? En allemand, pareil, je ne sais pas si c'est vrai, mais en allemand, c'est que souvent la phrase se termine par le verbe. Donc ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre jusqu'à la fin pour comprendre ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ben, mais parfois, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin parce que dès que vous avez un enchaînement d'exemples, vous avez déjà deviné. Alors aujourd'hui, vous avez plein d'applications dans vos téléphones portables qui permettent de faire la prédiction. Quand vous commencez à écrire du texte, vous écrivez le premier mot, le deuxième, et après, il vous donne déjà, presque sur d'ailleurs Google, il vous donne déjà ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Ben, c'est tout simplement derrière, il y a des algorithmes qui sont basés sur RNN, c'est Recurrent Neural Network. Alors forcément, quand il y a la notion de temps, c'est-à-dire chaque input, il apporte avec lui son historique. Donc globalement, ça c'est, je résume. Alors, le dernier slide que je vais faire donc, en termes de concept, c'est dans des applications, il y a beaucoup d'applications dans lesquelles on va combiner. Il faut combiner parfois les deux techniques. C'est Deep Learning par exemple, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé, et également vous utilisez l'apprentissage par renforcement. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Deep Reinforcement Learning. Donc sachez juste le savoir. Deep Reinforcement Learning, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage dans laquelle on utilise en même temps Deep Learning, c'est l'apprentissage supervisé, plus un algorithme comme Q-Learning par exemple, qui va être utilisé pour bien sûr calculer la sortie du modèle. Donc tout ça, vous pouvez en tout cas, donc il y a plein de ressources, heureusement qu'il y a YouTube en tout cas, il y a plein de concepts de base. Donc il faut connaître pour ceux qui n'ont pas ces connaissances-là. Donc juste vous revenez sur les chaînes vidéo, donc il y a plein de choses qui sont mises à ce niveau-là. Alors je ne vais pas m'arrêter, donc il faut connaître c'est quoi neurones, c'est quoi les réseaux de neurones. Alors directement je vais passer à ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des frameworks de machine et deep learning. Alors, et pour moi, donc, je vais m'intéresser particulièrement à deux frameworks principalement, d'abord, il y a TensorFlow. Alors, pour le cas de TensorFlow, qu'est-ce que vous avez? Donc, d'abord, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que parmi les grands problèmes des réseaux de neurones, qui était le blocage total à une époque, c'est que pour entraîner un réseau de neurones, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de calculs. Alors parfois vous laissez fonctionner votre algorithme pendant 10 semaines, hein, vous attendez 10 semaines de calcul pour finalement attendre que le modèle fasse l'apprentissage. Alors ce qui fait qu'à un moment donné c'était quasi impossible. Alors, mais par contre depuis 2010, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très important, c'est qu'il y avait les cartes graphiques, il y a des cartes graphiques qui étaient créées par NVIDIA. Alors ces cartes graphiques qui étaient connues que par les amateurs des jeux vidéo. Alors souvent ceux qui étaient des amateurs de jeux vidéo, quand ils achètent un ordinateur, ils vous disent est-ce qu'il y a NVIDIA? Bon, ça c'est très connu. Alors en fait ces cartes graphiques de NVIDIA, c'est quoi en fait? Tout simplement c'est une carte graphique de NVIDIA, ils contiennent des milliers de petits microprocesseurs, ce qu'on appelle les GPU, Graphical Unit Processing. Et quand vous avez des milliers de petits processeurs qui étaient utilisés au départ pour calculer le rendu graphique, pour les jeux vidéo, là où il y a de l'animation, le CPU il est incapable de faire le rendu en temps réel. Donc souvent on a besoin d'un accélérateur graphique, comme les cartes graphiques, pour accélérer les calculs. Donc c'était fait pour ça. Mais à partir de 2010, ce qui se passait, c'est que en fait, NVIDIA il a créé une API qui est basée sur le langage C qui s'appelle CUDA. Ça, il faut le connaître, quelqu'un qui fait le deep learning. Ça, c'est pas le connaître dans la base, il faut d'abord savoir il fait partie de cet écosystème, sinon vous aurez du mal à comprendre. Alors en fait, CUDA, c'est quoi? En fait, c'est une API qui a été créée par NVIDIA et qui permet de faire des calculs parallèles depuis n'importe quelle application. C'est-à-dire, dans n'importe quel problème, vous avez un algorithme qui consomme beaucoup de temps de calcul, qui manipule beaucoup de données. Alors, pour ne pas utiliser le CPU, alors si vous êtes capable d'écrire des programmes utilisant cette API CUDA, vous allez tout simplement automatiquement accéder au GPU. C'est-à-dire quand vous faites les calculs, vous utilisez ces calculateurs graphiques, c'est-à-dire ces GPU, pour accélérer le calcul. Donc vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le calcul parallèle.
Et précisément, vous êtes en train de faire le calcul massivement parallèle. Pourquoi massivement parallèle? Parce qu'il ne s'agit pas de 4 CPU ou de 8 ou 20, c'est des milliers de petits microprocesseurs qui vont travailler en même temps et qui permettent d'accélérer le calcul. Alors principalement, donc d'abord ça c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il faut également savoir une chose, c'est que NVIDIA, il n'est pas en fait le seul fabricant de ces cartes GPU. Il y en a d'autres, notamment AMD avec sa carte Radeon. Mais il se trouve que NVIDIA, donc c'est la plus utilisée, la plus connue, et que pour programmer, pour utiliser des cartes de AMD graphiques, au lieu d'utiliser CUDA, parce que CUDA, il est fait pour NVIDIA. Donc on utilise un autre standard qui s'appelle OpenCL. Alors en fait, OpenCL, il a été créé, c'est pour cross-platform. Cross-platform, ça veut dire quoi? Si vous créez une application basée sur OpenCL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ayez un matériel de NVIDIA ou là, AMD ou n'importe quel, ça va marcher. OpenCL, il a été fait pour créer des trucs plutôt cross-platform. Il y a aussi Intel qui a créé des cartes graphiques GPU, etc. Alors, du moment que CUDA a été créé, voilà ce qu'il a fait Google. Google, il a tout simplement décidé, parce qu'en fait, les réseaux de neurones, c'est quoi le problème? Si vous regardez les algorithmes des réseaux de neurones, vous trouverez qu'il y a beaucoup de calculs de l'algèbre linéaire. Le produit des matrices, l'inverse des matrices, tous ces problèmes de matrices, comme il y a beaucoup de grandes matrices, alors pour faire ces opérations de l'algèbre linéaire, ça consommait beaucoup de temps. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'abord, en fait Google, il a d'abord développé une API dans laquelle il va faire appel à CUDA pour paralléliser toutes les opérations de l'algèbre linéaire. Calcul matriciel, l'inverse, transposé, donc des trucs si vous revenez donc, sur la base des réseaux de neurones. Donc tout ça c'est fait d'abord. Et après, tout ça, ça a été développé avec le langage C. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, CUDA, il est basé sur C. Bon, il n'y a pas mieux que le langage C pour faire quelque chose de plus proche du matériel. Donc c'était pour cela que ça a été fait dans ce sens-là. Mais après, donc, Google, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, je ne vais pas quand même obliger les développeurs à revenir vers le langage C pour développer les applications d'entreprise. Il a créé une API de haut niveau basée sur Python. Il dit quoi donc? Ce qui fait que donc vous avez la majorité ont commencé à travailler avec Python, comme c'est un langage qui est très simple, dynamique, facile à manipuler. Donc, il dit quoi? Donc, quand vous utilisez TensorFlow avec Python, sachez une chose, c'est que quand vous exécutez, vous faites appel à des API de bas niveau qui sont basés sur le langage C. Okay? Et si votre calcul veut utiliser les GPU, parce que quand vous êtes en deep learning, s'il n'y a pas de GPU, ce n'est pas la peine. Sinon, vous allez laisser votre machine jusqu'à ce qu'il grille. En tout cas, parce que souvent, ça, c'est quelque chose de très important. Et après, bien sûr, donc, votre API de nous, il fait appel à CUDA qui fait appel au GPU. Donc ça, c'est juste quelque chose de très important à comprendre. Et après, pour encore faire plus simple dans TensorFlow, pour créer facilement des modèles de réseau de neurones, il y a un framework qui s'appelle Keras, qui est une API encore de haut niveau et qui permet de faciliter, avec quelques lignes, généralement vous arriverez à créer facilement le modèle, l'entraîner, etc. Donc c'est toujours, plus vous montez, pour le programmeur c'est plus simple à développer, mais si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'il a fait Google pour en arriver là, donc le problème, il a commencé à partir de 2010 et c'est que la première version de TensorFlow c'est en 2015. Donc depuis 2015 jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, il y a beaucoup de frameworks qui sont créés. Il n'y a pas que TensorFlow. Il y a TensorFlow, il y a PyTorch de Facebook, ML.NET de Microsoft. Donc si vous travaillez avec C#, donc vous utilisez ML.NET, Deep Learning 4J. Il y a TensorFlow JS. Notamment pour JavaScript. Donc la liste est trop longue. Il y a beaucoup de frameworks que vous pouvez utiliser. Justement, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors TensorFlow.js, en fait, ce qu'on va faire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un standard qui s'appelait OpenGL, qui permettait aux applications embarquées d'accéder directement aux accélérateurs graphiques. C'est-à-dire, si vous avez des GPU, grâce à OpenGL, on peut, la même chose, faire des calculs parallèles. Et après, à base de OpenGL, il y a un autre standard qui a été créé qui s'appelle WebGL. Alors WebGL,
c'est un standard qui permet de faire des calculs parallèles sur les GPU, mais au sein d'un navigateur web. C'est-à-dire si vous avez un browser, c'est-à-dire si vous écrivez du JavaScript. Donc pour pouvoir exploiter les GPU, s'il y a un GPU dans une machine, donc je n'ai pas besoin de passer via CUDA et tout ça. Donc directement avec WebGL, donc je peux directement accéder aux accélérateurs graphiques. Donc ça c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Et une fois que WebGL devient réalité, parce que quand même il fallait attendre, et bien Google il a décidé de créer une nouvelle version de son framework qui va appeler tout simplement TensorFlow JS. C'est pour JavaScript. Donc quand vous utilisez TensorFlow JS, ben, tout simplement directement du JavaScript qui parle, si vous avez des accélérateurs graphiques comme les GPU, donc ça parle directement aux accélérateurs graphiques. C'est très important maintenant pour les applications web, mobiles et embarquées. C'est quelque chose d'important. Et après, tout à l'heure, je vais vous montrer aujourd'hui comment travailler avec TensorFlow JS. Et également, je vais vous montrer une application. Si vous voulez réutiliser facilement des modèles pré-entraînés, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le transfert de la connaissance. Il y a une bibliothèque qui s'appelle ml5.js avec laquelle vous pouvez facilement réutiliser des modèles pré-entraînés comme MobileNet et d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure et que vous pouvez intégrer facilement dans vos applications. Donc, en d'autres termes, je vais vous montrer deux exemples d'applications. Ben, le premier, alors je vais sauter un petit peu ça. Bon, ça, je le montre généralement quand je n'ai pas le temps pour écrire le code. Maintenant, comme on va essayer donc directement de passer à la partie pratique. Mais de toute façon, dans les slides, il y a les détails si vous voulez.